Je suis content de vous retrouver. On avait pris un engagement auprès de tous les participants de ce webinaire, c'était qu'on répondrait à toutes les questions. Et comme du coup, on aime bien tenir nos engagements et que vous avez aussi accepté le jeu avec moi, on revient aujourd'hui pour cette deuxième séance, le match retour, comme l'appelle Muriel. On fait notre match retour. Et donc, du coup, ce que je vous propose, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on est parti du dernier webinaire dont on va mettre le lien en bas de cette vidéo. Ceux qui veulent regarder le webinaire, on va dire, d'origine, sur lequel on avait un petit peu en live avec tous les nombreux participants, vous aviez interagi. Là, on va partir aujourd'hui des questions sur lesquelles on n'avait pas pu apporter de réponse par manque de temps. Et ce que je vous propose, eh bien, du coup, c'est qu'on démarre avec ces questions. Comme je vous l'ai dit, vous réagissez, vous prenez la réponse comme vous le souhaitez. Alors, première question, boum, on rentre de manière très précise, hein. Il y a des questions, vous allez voir, très, très, très pointues. Est-ce qu'il faut recruter des acheteurs par famille d'achat? Est-ce que c'est une bonne... peut-être derrière cette question de famille d'achat, c'est de se dire, est-ce que quand on recrute, on a déjà une idée très précise de ce que va faire l'acheteur, ou alors peut-être que quelquefois, je vous ai entendu parler de recruter un potentiel, quelqu'un qui va pouvoir aussi évoluer avec la structure. C'est quoi un petit peu votre regard sur cette question? Les familles d'achat, donc des choses très fines, très, très organisées, ou alors peut-être des acheteurs qui auront des capacités un petit peu à avoir un terrain d'action un peu plus large. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Je peux commencer? Ouais. Allez, on est parti. Alors, je vais très court. Je pense qu'il y a des domaines où les recruteurs, ils ont besoin de cette compétence par famille d'achat. Ça peut être le transport, ça peut être le CAPEX, ça peut être l'IT, ça peut être l'achat de marketing, pour ne citer que quelques exemples. Et là, ils ont besoin de spécialistes, surtout si c'est des postes de global, au niveau d'achat global pour Ouais. une entreprise. Donc là, oui, là, on est obligé de faire comme ça. Il y a pas, on ne peut pas y couper. Mais par contre, nous, recruteurs, enfin nous, cabinets de recrutement, on doit préconiser pour des postes un peu moins importants en termes de responsabilité, on doit prouver aux recruteurs que si la personne, elle a la personnalité qui va bien, la curiosité, la niaque, l'envie d'apprendre, de se développer, etc., on peut très bien passer d'une catégorie à l'autre. Voilà, c'est tout. Je laisse parler les Ok, autres. ok. Alors, je pense Benjamin que ça, ou ouais. Aurélien pour compléter? Alors, c'est sûr que c'est une pratique que l'on voit assez couramment, en fait, hein, cette organisation par segment. J'entends par segment, donc prestations intellectuelles, matières premières, IT, etc. Ça dépend aussi souvent, je trouve, de la taille de l'organisation. Parce que quand on est dans des grands groupes, c'est souvent organisé de cette manière-là. Dans des PME, je pense qu'on sera plutôt sur une approche qui va être un peu plus généraliste Hum, que par spécialisation, on va dire. Ouais, ça peut hum, dépendre aussi sur de la taille Taille de de l'entreprise. la structure. Si on est 45 acheteurs ou 3 acheteurs, hum. C'est bah ça. forcément, on a... Ok. Autre exemple, il y avait le packaging et les ingrédients aussi. Là, vraiment, ils veulent des spécialistes aussi. Ouais, ouais. Dans les cas, sur les postes sur lesquels j'ai travaillé. Hum. Mais c'est des grosses entreprises. Tu as raison, Benjamin. C'est souvent Alors, le cas, ouais. une question peut-être plus large, mais qui revient assez souvent, y compris dans les échanges qu'on peut avoir les uns les autres avec des acheteurs. On me pose la question des idées reçues, hein, sur les personnes expérimentées ou les jeunes, en fin de compte. L'idée, c'est un peu d'opposer ou d'être complémentaire, je sais pas, mais en tous les cas, on me dit, voilà, personne expérimentée. Donc, quel est votre regard en quelque part des clients, puisque vous êtes le meilleur, on va dire, observatoire de ce qui se passe sur le marché. Vous avez d'un côté tous ces jeunes et tous ces moins jeunes qui veulent bosser dans les achats, et puis vous avez les clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? On en a un petit peu parlé lors du webinaire. Euh, voilà, est-ce que l'expérience, et quelque part au-delà de l'expérience, l'âge, c'est un frein? Est-ce que la jeunesse, c'est compliqué, c'est plus facile? Qu'est-ce qu'on dit sur ce sujet-là? Moi, j'ai mon avis, mais je laisse parler les autres. J'ai commencé tout à l'heure. Alors, Allez, je peux répondre un petit peu parce que j'ai eu l'occasion d'échanger justement, je prends ça par un exemple concret avec une directrice achat qui travaillait avec une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs achats. Et ce qu'elle m'expliquait finalement, c'est qu'elle avait des niveaux d'expérience assez disparates. Elle avait aussi bien des juniors qui sortaient à peine d'école
que des collaborateurs qui s'étaient formés en interne et qui maîtrisaient très bien le business. Et pour elle, c'était une richesse finalement parce que diversité des parcours, diversité des niveaux d'expérience. Et du coup, quand elle avait des projets, les approches n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est ce qui faisait la force de son équipe finalement, parce que 50 collaborateurs, ça fait quand même déjà une PME hein, finalement. Donc, moi, je suis plutôt partisane d'avoir Du des équipes mélange. qui soient mixtes, De mixer aussi un bien en peu termes de ces différents parcours profils. ouais, Ok. en termes de parcours que d'expérience, parce que les juniors auront toujours besoin d'être encadrés, d'être Ouais. mentorés, et les profils plus experts auront toujours besoin aussi d'une approche plus de nouveauté sur l'usage de certains outils, certaines solutions, et encore que, ils sont de plus en plus formés aussi. Ok. D'accord avec ça. Bon, si vous êtes d'accord, on avance du coup. Alors, on a eu plein de questions sur ces fameux parcours atypiques. Là, dans la question, on parle de parcours non linéaires. Voilà. Donc, alors, on pose la question après, et pardon de vous les poser, mais moi là, je suis le porte-parole de nos participants. Après, des fois, je ne sais pas s'il y a toujours des réponses très simples, mais pourquoi considère-t-on encore qu'un parcours non linéaire est plutôt un frein plutôt qu'une richesse? Comment faire pour passer le filtre de la lecture des CV et aller jusqu'aux entretiens? Parce qu'en effet, on le sait bien, hein, c'est comment quand j'ai un parcours avec peut-être des expériences dans d'autres univers, etc., ou des périodes où j'ai pas travaillé parce que j'avais un projet personnel, etc. Souvent les retours qu'on nous fait, c'est que c'est compliqué dès qu'on sort un petit peu des terrains habituels, de se faire identifier et de franchir cette étape un peu, on va dire, du fameux dossier, de la lettre, du CV, pour aller à l'entretien, où là, dans un entretien, et Muriel, tu nous l'avais bien dit la dernière fois, tu peux laisser passer plein de choses et beaucoup par exemple, de motivation, d'envie, qu'il n'est pas toujours simple de faire passer sur un CV. Comment on peut les aider, là, ces personnes qui ont des profils un peu atypiques, hein, ou un peu différents, on Bah, va dire. je pense que cette question, ça permet de nous mettre en valeur, cabinet de recrutement, parce que c'est en passant par ces cabinets que vous allez bénéficier de cet œil qu'on a, nous, et qui va. Nous, on est là pour vous mettre en valeur, en fait, auprès des entreprises. Donc, même sur un CV, c'est des choses qui vont rebuter peut-être, comme le disait Fabrice, certaines entreprises. Mais nous, on est là pour aller au-delà du CV, pour vous connaître, pour comprendre ce qui a fait dans votre parcours que vous êtes aujourd'hui très résilient, vous avez une force de caractère, une personnalité qui est différente parce que justement, vous avez connu des choses un peu différentes, un peu chaotiques, et ça vous rend beaucoup plus fort. Du coup, nous, on est là pour vendre ça, parce que tout ça, ça ne se voit pas sur un CV. Et nous, on vous a analysé, on a parlé des heures avec vous, on vous connaît et on va mettre tout ça en avant. Moi, j'ai un exemple très précis d'une dame que j'ai placée il n'y a pas très longtemps, qui fait partie des seniors. Et elle avait arrêté, elle avait un gros poste dans la pharmaceutique. Et elle avait arrêté pour aider une amie à elle qui avait eu le cancer. Et elle l'a remplacée pour mener une école de danse, rien à voir avec les achats. Et elle a D'accord. mené une école de danse, pas n'importe laquelle non plus, à Paris pendant 2 ans. Et Ouais. il fallait que moi je la vende alors qu'elle n'était plus aux achats depuis 2 ans. Elle gérait une école de danse. Et D'accord. il a fallu que je rame quand même Ouais, ouais, ouais. pour la présenter à mon client. Mais finalement, je les ai convaincus. Et voilà, donc notre message, je pense, à nous trois là, c'est de dire, quand on vous passez par des cabinets, eux, ils vont avoir une autre lecture, ils vont avoir l'expérience, ils vont comprendre que c'est la motivation, c'est votre mental, c'est votre volonté, c'est votre niaque, c'est votre expérience qui va faire de Qui vous peut faire la un bon différence. leader. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. C'est vrai Benjamin, que tu partages? ouais, derrière ce principe de frein, moi je vois souvent en fait un réflexe de conformité. On a plutôt des managers qui cherchent à se rassurer. Et je crois que pour dépasser ce filtre-là, il faut vraiment apporter du contexte sur son parcours, expliquer ses choix, valoriser toutes ses compétences, on va dire un peu transverses, et surtout provoquer l'échange humain. En essayant d'aller approcher directement les recruteurs via LinkedIn
Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra expliquer pourquoi eh bien, on a un parcours qui peut parfois être un peu décousu. Pour moi, je trouve que ces parcours qui peuvent être un peu, qu'on appelle non linéaires, ou bien même en fait parfois décousus, Ouais, c'est devenu en fait un peu la norme. En fait, ouais, hein, ouais. ce qui était dit le profil atypique il y a quelques années, pour moi, c'est devenu finalement profil de commodité en fait, qu'on a banalisé, et il n'y a plus de profil atypique. Parce qu'en fait, finalement, en fait, tous les candidats font des choix de carrière maintenant ponctués d'un certain nombre d'expériences qui finalement, bah, les unes avec les autres, eh bien, fait toute la richesse après du parcours professionnel. Et ça, il faut le mettre Mhm. Ouais, il faut justement en faire un atout plus qu'un inconvénient. ouais, j'aime bien cette Oui, idée tout de se à dire fait. que ce qui était peut-être plus rare ou exceptionnel à une époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on échange avec les gens autour de nous, bah, hormis quelques-uns qui sont dans une espèce de voie tracée, souvent il y a, voilà, et c'est normal, hein, la vie elle est comme ça. On est passé dans un univers où on peut plus facilement, peut-être qu'à certaines époques, où on se questionne plus d'un sujet à l'autre, et donc du coup peut-être c'est moins On change plus atypique. facilement. Ouais, Quoi. Tous ouais, les 3 ans, ouais, maintenant, je crois que la rotation des cadres en poste, c'est 3, 4 ans. ouais, ouais. Donc, en fait, sur un parcours professionnel, en fait, ça fait quand même un certain nombre d'expériences à la clé, quoi. Ouais, ouais, c'est Mhm. clair. Mhm. J'ai Allez, un exemple aussi ouais, Aria, vas-y, pour vas-y. rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. J'avais eu à échanger avec un candidat qui était parti en expatriation. Il n'avait pas fait d'études en achat. Il est parti en expatriation à l'étranger. Il a travaillé pendant des années dans l'industrie pour laquelle il avait été formé plutôt en tant que technicien. Quelques années plus tard, il revient en France. Il est bardé d'expérience professionnelle, mais il ne trouve pas d'opportunité parce que face à lui, il se retrouve face à des recruteurs en fait qui ne comprennent pas son parcours et qui n'arrivent pas à pouvoir le valoriser et le recruter. Donc là, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire une reprise d'études et de retourner sur les bancs de l'école finalement pour se former. Et moi, je trouve Mhm. ça dommage parce que, comme disait Muriel tout à l'heure, voilà, notre rôle aussi, c'est de pouvoir défendre ces parcours atypiques et de pouvoir leur donner la chance déjà d'arriver en entretien et de pouvoir expliquer pourquoi ils ont fait tel choix. Parce qu'un accident de vie, ça arrive à tout le monde. Un changement de vie qui impacte du coup sa carrière professionnelle, ça arrive à tout le monde. Et j'ai le sentiment que souvent, quand on est en entreprise, on a tendance à se dépouiller de beaucoup de choses et d'un peu d'humanité aussi. Je pense que euh, les recruteurs, côté entreprise en tout cas, devraient un peu plus être à l'écoute de ces parcours atypiques et il y a des talents qui mériteraient voilà, d'être valorisés, également recrutés. Mhm. Alors, ensuite, question, on va rester sur la jeunesse. On nous dit, voilà, en tant qu'étudiant en école de commerce, il me semble extrêmement compliqué de trouver une alternance dans les achats, surtout que j'ai fait beaucoup de jobs d'été, mais pas d'expérience réellement concrète dans les achats. Quels conseils me donneriez-vous pour augmenter mes chances de trouver cette alternance? Bah, en fait, il faut communiquer, 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 communiquer. Donc, c'est-à-dire, il faut aller sur le plus de plateformes possible, il faut rencontrer le plus de gens possible, il faut discuter avec le plus de gens possible. Il faut donner envie aux gens que vous parlez bah, de vous vendre à d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est quand on se présente auprès de personnes, il faut être respectueux du temps qu'elles vous donnent, parce qu'on n'a pas non plus des heures et des heures. Donc, si vous réalisez ça et qu'en 20 minutes, vous êtes capable d'expliquer ce que vous avez fait en appuyant sur les points importants et ce que vous êtes, parce que finalement, c'est ça c'est pas ce que vous avez fait, parce qu'apparemment, vous manquez un peu d'expérience, donc c'est ce que vous êtes, ce que vous avez envie. Et donc, c'est de montrer quel objectif vous avez, où vous voulez aller, montrer que vous savez où vous voulez aller, que les achats, c'est vraiment votre dada. Vous avez compris ce que c'était, vous en faites telle et telle image, et il faut que cette image elle soit la plus fidèle à ce qui se passe. Et quand vous visez une entreprise en particulier, être capable de montrer que vous connaissez cette entreprise, que vous avez tout regardé sur elle, que vous comprenez quel est son projet, quelles sont ses grandes lignes d'attaque pour croître.
l'importance de l'innovation, l'importance de la RSE, etc., etc. Et voilà. Et comme on en avait parlé la dernière fois avec Aria, qui a dit que certaines personnes n'étaient pas bien préparées et qu'autrefois on l'avait préparé au CV, à la lettre de motivation et tout ça. Et ben, s'il y a des gens qui vous préparent, c'est pas pour rien, c'est parce que faut pas y aller en touriste à un entretien. Il faut y aller en ayant vraiment préparé. Et même ces petites discussions dont je vous parle, qui consisteraient à nous appeler, par exemple, pour qu'on vous donne des conseils, ça aussi, ça se prépare un petit peu. Faut pas y aller comme ça. Donc, moi, j'ai eu, après le webinaire de la dernière fois, j'ai eu plein d'appels. J'ai passé du temps avec ces personnes-là, mais j'ai pris du plaisir parce que j'ai compris leur parcours, j'ai compris ce qu'elles visent. Et si, quand on raccroche le téléphone, on se dit, ah bah, cette personne, vraiment, j'ai appris des choses, elle est super intéressante, ben, on n'a pas l'impression d'avoir perdu son temps, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut que vous raisonniez. Super. Bon, ce que je retiens, c'est presque dans l'univers des startups, on parle de ces fameux pitch, mais c'est ça en fin de compte. C'est sur Mm. très peu de temps faire passer ce qu'on a envie de faire passer, y compris quand on est très jeune. Quand on est très jeune, bien sûr qu'on va pas vendre 15 ans d'expérience, de parcours dans les achats. Par contre, on peut vendre de l'envie, de la motivation, de la curiosité, de la disponibilité, beaucoup de choses qui sont des valeurs intéressantes quand on travaille avec des hommes et des femmes. Et donc, du coup, on est bien conscient quand on travaille avec quand on va recruter un alternant, que c'est le jeu. On est là pour travailler avec quelqu'un qui vient aussi pour apprendre. Ça fait partie du contrat. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a des dispositifs d'aide. Mais du coup, c'est clair qu'on veut aussi des gens qui ont envie d'apprendre, qui soient heureux de vivre des expériences. Et puis quand on est alternant, on sait que ça fait partie du deal aussi voilà, d'avoir pas forcément les sujets les plus stratégiques sur le bureau, mais ils sont peut-être pas loin, les sujets stratégiques. Donc on peut les regarder, on peut discuter avec ceux qui les traitent. Donc oui, moi je pense que c'est ça le conseil, c'est vraiment se mettre en situation d'échanger. LinkedIn, les événements, les webinaires, chaque fois qu'on peut s'exprimer, on a un peu plus de chances d'être d'être en situation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je regarde un peu pour. Alors, tiens, un sujet sur la dimension internationale. Comment aborder le recrutement d'acheteurs pour des missions à l'étranger? Les critères de recrutement sont-ils différents? Alors, est-ce que c'est quand on est une société étrangère et qu'on recrute, ou vous qui vous recrutez peut-être pour des sociétés qui ont des filiales ou des sites à l'étranger? Qu'est-ce qu'on peut dire là sur cette dimension plus internationale, si vous avez des expériences ou des retours que vous pouvez nous faire? Ce serait plutôt, pour moi, je pense, d'évaluer la capacité à pouvoir évoluer dans un Un environnement contexte? Ok. multiculturel. Ouais, La maîtrise de la langue, évidemment. ouais, ouais, L'anglais, c'est ouais. complètement indispensable. La connaissance du commerce international, le sourcing mondial, enfin tout ce qui touche en fait à l'international, les décalages horaires, Ouais, c'est quand même toute bête. Euh, voilà, voilà pour moi en fait comment recruter sur justement ces postes internationaux. Ouais. ok. Et adapter aussi son CV parce que souvent il y a une incohérence entre la volonté d'un candidat de travailler à l'international et finalement le format de son CV, ne serait-ce que comment vous écrivez votre numéro de téléphone. Parce que moi, j'ai eu le cas dernièrement de reçu des CV euh, de, qui venaient hors d'Europe. Et en fait, les gens ne prennent pas la peine de mettre devant l'indicatif de leur pays. Donc, D'accord. quand le numéro de téléphone ressemble beaucoup à un numéro français et que moi, je ne sais pas où se situe la personne parfois, je me demande, OK, est-ce que c'est un numéro français? Évidemment, quand on appelle, ça ne passe pas. Donc, ça, c'est vraiment un conseil pratico-pratique, Ouais, c'est ouais, c'est d'adapter intéressant le parce numéro de Ce genre de téléphone. petits détails, ouais. on pourrait penser que c'est un Ouais, détail, mais du coup, ça en dit déjà beaucoup aussi sur sa posture ouais. internationale, quoi. Donc, du coup, soigner aussi ces, ces détails. Allez, on Il faut avance parce dire que je. aussi, Ouais, 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 pardon Fabrice, vas-y, Muriel. vous savez qu'aux États-Unis, les CV sont pas du tout les mêmes que les nôtres, tout simplement parce que on met pas des choses comme l'âge, on met pas si on est marié, on met pas de photos. Donc parce que tous ces indicateurs-là
peuvent être vus comme une façon pour les recruteurs de discriminer. Du coup, c'est leur loi, en fait. On n'est pas censé mettre sur un CV tous ces indicateurs-là. Et moi, je ne suis pas pour, bien sûr, parce que nous, recruteurs, plus on a d'infos, mieux c'est. Euh, et en fait, ce que je dis aux candidats, quand on parle de la photo, je leur dis, bah, si vous mettez une photo et que ça marche et que vous avez plein de réponses, bah, laissez-la. Par contre, si vous voyez que vous n'avez pas de réponse, bah, peut-être qu'il ne faut pas la mettre. Et donc, voilà, il faut jouer avec le marché. La règle, c'est toujours, est-ce que ce CV, il suscite l'intérêt ou pas? S'il n'y a pas d'intérêt, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à changer. Et donc ça, Oui, oui, il y a aussi une dimension très marketing dans toute cette partie-là. Alors, on n'est pas, bien sûr, on est des êtres humains avec tout ce que ça comporte, toutes ces nuances, mais à un moment donné, on va venir se confronter à un marché et de se dire, est-ce que je suis, comme tu dis, si je vois qu'en mettant la photo, c'est meilleur ou c'est moins bon, du coup, on adapte un petit peu. C'est pas, voilà, peut-être la photo, elle est hein, mauvaise. Peut-être qu'il faut la changer. séduire, Si c'est un séduire sourire sans figé. trahir. Et aussi, je pense qu'en France, les achats, d'une manière générale, sont plus reconnus que dans d'autres pays. Et donc, c'est pas les mêmes postes, c'est pas la même valeur stratégique qui est attribuée aux achats. Donc, les États, alors, et ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises, on ne peut pas généraliser. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'aux États-Unis, les achats c'est plus du procurement que de l'achat stratégique, d'une manière générale. Exactement. Allez, on avance, parce que du coup, on va faire les prolongations du match retour de pas longtemps. Alors, une question qu'on a aussi souvent, puisqu'on sait qu'en France, on parle souvent qu'on nous met dans des boîtes, des étiquettes, des machins, des bidules. Bon, bref, en clair, dès qu'on sort un peu d'une ligne, c'est pas toujours évident. Et là, on nous pose la question, est-ce que c'est simple de changer de secteur d'activité dans ce métier d'acheteur? On sait que dans certains métiers, c'est peut-être plus soit complexe, soit simple, je sais pas. Est-ce qu'au niveau des achats, quand on est acheteur, par exemple, dans le monde du retail, on peut aller ensuite intervenir dans le monde de la pharma ou d'autres secteurs. Est-ce que vous avez un regard Ça là-dessus? dépend. Par exemple, si on prend les indirects, ça c'est pratique parce que les indirects, tout le monde en a besoin. Donc ça, c'est déclinable à tous les secteurs. Si vous êtes dans les indirects, vous êtes tranquille. Par contre, si vous faites des achats techniques pour l'automobile, alors ça c'est bien l'automobile aussi parce que les achats dans l'automobile, c'est reconnu parce que tout le monde sait que c'est un secteur, c'est le premier secteur à avoir développé les achats. Donc les achats, ils sont hyper matures, hyper stratégiques. Et donc quelqu'un qui a travaillé dans les achats dans l'automobile, il a développé plein d'outils, plein de techniques et ça va être déclinable un peu partout. Par contre, tu disais le retail, est-ce que quand on a travaillé dans le retail, c'est-à-dire le commerce, par exemple, si on a fait du e-commerce, est-ce qu'on va pouvoir travailler dans des achats techniques dans l'industrie? Je ne sais pas si les recruteurs ils vont être très ouverts à ça. Donc, en fait, il faut trouver des secteurs qui sont quand même assez proches du vôtre. Proche. Je partage effectivement le point de vue de Muriel. Là, encore une fois, ça dépend vraiment des secteurs. Que ce soit par exemple dans l'aéronautique, que ce soit dans le médical, le luxe. On a des exigences qui peuvent être parfois techniques ou même qualité qui sont quand même assez fortes. Où là, ça sera quand même moins facile que dans d'autres secteurs comme des services qui seront peut-être plus ouverts, quoi. J'ai une Ça question. dépend aussi, il peut y avoir aussi l'état d'esprit, je voulais rajouter ça. C'est l'état d'esprit d'une industrie qui peut ne pas être le même état d'esprit voilà, dans une autre industrie. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de travailler dans le transport. J'ai fait transport ferroviaire, transport aérien, transport d'électricité. Après, voilà, ça reste du transport, mais on ne transporte pas toujours les mêmes personnes de la même manière ou les mêmes choses en tout cas. Donc, je pense qu'il est possible de changer d'industrie, mais toujours avoir une logique. Et ça dépend aussi de quelle stratégie vous avez construite pour votre carrière. Il est toujours plus intéressant voilà, de rester dans la même industrie parce que du coup, vous allez pouvoir valoriser votre profil au fil de votre évolution de carrière que de changer d'industrie tout le temps.
Alors, tiens, une question très, très pratico-pratique, comme on dit. Est-ce que cela peut aider un recruteur de lui fournir le résultat d'un test de personnalité fait dans un cadre professionnel? Évidemment, voilà, un bon résumé des soft skills. Est-ce que ça vous est arrivé qu'on vienne avec le test de personnalité ou C'est très voilà, rare. je sais pas. C'est assez rare, j'imagine, ouais. C'est très Ouais. rare, mais ça me fait penser à quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. C'est à propos des. Ce qui peut aider pour des jeunes, c'est d'avoir une bonne référence. Donc là, je change un peu de sujet, excusez-moi, mais c'est juste que j'avais oublié tout à l'heure. Euh, c'est très, très important de pouvoir, quand vous vous présentez, de faire allusion à des personnes qui vous ont bien apprécié dans l'entreprise. Et même si la référence, c'est pas quelque chose qu'on appelle tout de suite quand on est recruteur, en tout cas, si vous en faites part, ça nous met dans un climat de confiance. D'accord. Si vous faites allusion à des personnes qui sont un peu des mentors ou des gens qui ont dit du bien de vous, ça peut vraiment aider. Et c'était quoi déjà la question, Fabrice? Et Excuse-moi. la question, c'était, est-ce que si je viens avec un test de Ah personnalité, oui. Et le test de est-ce que ça peut... personnalité, Ouais, ça vient pas au début, ça, normalement. Moi, je me méfie toujours des gens qui envoient à côté de leur CV, leur diplôme, les tests de personnalité, leur lettre de... Enfin, quand il y a trop de choses, ça peut donner l'impression qu'il a du mal à trouver sur le marché. d'accord, Donc ça, faites d'accord. attention à ça. Et le test de personnalité, ça peut être un petit peu... euh, ça peut biaiser un petit peu... Enfin, ça peut vous limiter les chances, puisque si vous avez une personnalité, on va dire, de leader, et qu'en fait, le poste, ben, il ne faut pas être si leader que ça, que c'est plus un poste d'exécutant, bah, ça va vous Ouais. griller une piste possible. Donc, plus vous êtes ouvert, pour moi, mieux c'est. Ok, ouais, donc faut vraiment que le trop est pas toujours le mieux, quoi. Hein. Par contre, Voilà. Ouais. indépendamment du fait de le présenter, le test, de savoir aussi en parler en disant voilà, qu'on a appris à mieux se connaître, à connaître ses modes de fonctionnement à travers justement en fait un test professionnel. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'arriver avec un test Marie-Claire. J'ai rien contre Marie-Claire, mais effectivement, si on pouvait avoir un test de type MBTI disque ou bien d'autres reconnus, c'est pas obligatoire, ça peut être utile et simplement savoir en fait comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on interagit avec les autres, sans voilà, apporter l'intégralité du test. Ok. On sent que Et c'est... puis, ça doit être l'initiative, je pense, du recruteur. Excuse-moi, la Fabrice, je te coupe une fois de Ouais, plus. ouais, Ça doit être l'initiative du recruteur de faire passer ce test parce qu'à un moment, il considère que bah, il en a besoin pour l'éclairer dans son recrutement. Donc, il ne faut pas, à cette étape, devancer les attentes du recruteur. Ce qui pourrait ok. être, comme tu disais, Fabrice, le trop est l'ennemi du bien. Euh, et puis, surtout, oui, ça peut effectivement refermer les chances, comme disait Muriel tout à l'heure. Alors, j'ai En deux plus, on questions. est dans des... Ouais, Juste, je termine sur ça, mais quand on recrute, on est souvent dans des process qui sont tellement encadrés que parfois de sortir un petit peu du cadre, d'aller lire un test alors que d'autres candidats n'en ont pas. Je pense que dans mon cas, j'aurais du mal à savoir apprécier en fait finalement tous les candidats avec une grille de lecture. mhm. On revient un petit peu sur les secteurs d'activité. Là, on me pose une question un peu, voilà, l'état du recrutement dans le milieu pharmaceutique. Hein. Donc, du coup, dans l'univers de la santé, est-ce qu'il y a des contraintes, des certifications pour qu'on puisse postuler Non, sur ce secteur d'activité? non, c'est sûr qu'il y a des règles, beaucoup de règles, mais vous les apprenez sur le tas. Vous n'avez pas besoin de les avoir en... Enfin, si vous avez travaillé déjà dans ce secteur, ça peut aider. Tout dépend du niveau de poste, encore une fois. Mais c'est pas quelque chose qui est exigé au départ. J'ai travaillé pas C'est mal pas pour la... rédhibitoire. Non. C'est pas rédhibitoire. Alors, différence de salaire entre privé et public. Ah, on va au bout de l'histoire, hein. Du coup, ça va faire le lien avec notre étude de rémunération, parce que ces données-là, on va les avoir. Quelle est la différence de salaire entre un acheteur, entre le secteur privé et public pour un acheteur junior? Est-ce qu'au démarrage, on a déjà des premiers écarts de salaire, ou est-ce que ça va plutôt avec l'expérience? Bah, dès le départ, il y a des différences Ouais, qui sont importantes et qui se creusent encore plus.
avec Et les oui, postes importants. avec l'expérience. Bon, du coup, comme ça me permet de répondre à une autre question, parce qu'à un moment donné, on me demande de dire quelques mots sur l'étude, sur les salaires. Alors, voilà, je vais ouvrir la parenthèse et puis je vais la refermer assez vite. Mais déjà, grand merci. Il y a eu plus de 1200 réponses, hein, donc du coup, on est vraiment sur une étude, j'espère, qui va faire date, parce que je crois que j'ai jamais vu une étude avec autant de... Alors, sur les achats, hein, je parle pas d'une étude sondage globale. Là, on est vraiment sur le métier. Donc, on a une masse d'informations incroyable sur l'état de l'art en 2025. Donc, avec l'équipe de Charisma, Muriel, Andy et toute l'équipe, on est en train d'analyser ces résultats pour essayer de trouver des éléments qu'on va publier dans un premier niveau de retour. Alors ça va prendre du temps, parce qu'une fois encore, la richesse de la donnée fait que on veut vraiment trouver des angles d'attaque qui soient pertinents. Donc du coup, écoutez, on va se dire que si on veut pas se tromper, allez, au plus tard, tout début septembre, on va essayer d'avoir une première version qui va sortir peut-être fin juin, début juillet. Mais je pense que voilà, raisonnablement, on aura quelque chose de très abouti sur la rentrée, qui va vous permettre de vous positionner, d'avoir des éléments, alors quand même un peu statistiques, parce que nous on est très content qu'il y ait 1200 réponses, mais par rapport à la totalité de ce que sont les acheteurs et les entreprises qui recrutent, c'est quand même un échantillon. Par contre, je pense que sur les différents segments, il devrait être relativement représentatif de l'état du marché. Ce qu'il faut dire aussi, qui expliquerait peut-être un peu le délai, Fabrice, parce que le délai me surprend, je croyais qu'on serait opérationnel un peu avant. Mais il y a pas mal de nettoyage à faire sur la base, apparemment. Ouais, Ça il y prend a du du temps. nettoyage, et puis après, on se pose plein de questions sur la bonne manière de restituer les données. Si on vous dit demain, un acheteur junior, le salaire médian d'un acheteur junior, c'est tant, bon, c'est une info, mais nous, on sait que les réponses, on les a par secteur d'activité, en fonction de vos formations, en fonction du secteur géographique. Donc, toutes ces données, quand on On commence a à les plein de croiser, recoupements à faire. ouais, il y a plusieurs manières de restituer l'info, et si on veut qu'elle vous soit la plus utile possible, faut qu'on se creuse un petit peu la tête pour savoir comment on restitue. Mais quoi qu'il en soit, il y aura de la matière disponible dans les 2-3 prochains mois. Oui. Question sur les profils. Alors là aussi, on parle d'acheteurs, d'ailleurs publics comme privés. Que pensez-vous des profils de juristes, du coup, pour un poste d'acheteur? En clair, quand on vient de cet univers juridique, est-ce qu'on Ah, peut mais c'est aller un plus. vers le métier d'acheteur? C'est un gros plus. C'est un gros plus, mais qui n'est pas forcément nécessaire tout le temps. Mais tout le monde sait que dans les achats, il y a des contrats. On dit contrat, dit connaissance juridique. Et dans le public, encore plus. Donc, c'est une complémentarité Ouais. très utile. D'ailleurs, ça fait le lien avec une deuxième question. Un juriste marché peut-il prétendre se reconvertir en acheteur? Tu viens de répondre. Si oui, est-ce que ce profil qui intéresse ou qui suppose forcément une certification complémentaire en achat? Je crois que oui, forcément. C'est-à-dire que, bien sûr que juriste, on est proche du métier achat, tout comme acheteur, on peut être proche du métier du droit, mais en vérité, il y a quand même un certain nombre de savoir-faire, de compétences à acquérir pour vraiment rentrer dans le costume de l'acheteur. Et on peut avoir des prédispositions, on peut avoir des envies, on peut avoir des motivations, tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Mais si à un moment donné, on veut vraiment rentrer dans le costume de ce qu'est un acheteur, être juriste ne suffira pas. Après, ça dépend ce qu'on positionne être un acheteur. Hein. Des fois, on me dit, si, je l'ai fait, oui, mais du coup, ce que tu fais, c'est peut-être pas tout à fait toutes les activités qu'on attend d'un acheteur. Donc je pense que oui, dans tous les cas, il y a de la proximité, il y a de la connexion. Et si c'est l'envie, si c'est le projet, à mon avis, c'est une bonne passerelle pour aller vers le Ce que métier. j'entends, c'est que dans le public, c'est tellement procérisé, on dit? Processé, Ouais. que quand on va dans le public, dans le privé après avoir fait du public, en fait, on a pris des réflexes qui sont très bons pour le privé. Et donc, c'est une très, très bonne école, le public, pour le privé après. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une vraie professionnalisation de la fonction achat dans le public, puisque j'ai eu l'occasion d'y travailler. Quand vous arrivez, déjà, vous avez des formations en interne qui vous sont administrées. Et il y a toute
les règles aussi de la commande publique, il faut maîtriser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et après, pour répondre juste à la personne qui se demandait si en tant que juriste, on peut prétendre à un poste d'acheteur, je pense que oui, c'est intéressant, mais c'est très intéressant même d'avoir déjà cette appétence, cette facilité sur la compréhension et la rédaction des contrats. Mais ça reste quand même un sujet parmi plein d'autres dans les achats et nécessairement, il faut se former. Ce que Et je ben voulais du vous coup, ouais, Je vais juste pardon. finir Vas-y. par rapport au fait que les achats dans le public soient moins bien rémunérés. Il ne faut pas rester sur du négatif parce qu'à côté d'un salaire fixe, il y a beaucoup d'avantages autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut mettre en valeur dans l'enquête sur les salaires. Bon, il y a des bonus divers. Je ne sais pas si c'est le cas dans le public, mais on verra justement, l'enquête le montrera. Et puis, ça peut être plein d'autres avantages qui font qu'en fait, dans le public, il y a aussi l'état d'esprit, c'est un mot qu'a dit tout à l'heure Aria, je crois, ou Benjamin, je ne sais plus, mais c'est une façon d'être, une façon de raisonner. C'est souvent des métiers, des entreprises à mission, on appelle ça. Donc, c'est par rapport à vous, ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire de votre vie professionnelle. Si vous, ce qui vous fait vibrer, c'est de travailler pour des intérêts communs, par exemple dans l'habitat social, on a eu des postes dans l'habitat social, si ça vous fait vibrer, ben, voilà, finalement, ce qui compte dans une vie, c'est qu'on soit à l'aise avec ce qu'on fait. Et le salaire, d'accord, ça permet de remplir la marmite, mais si finalement, et je pense que les jeunes, ils raisonnent vraiment beaucoup comme ça maintenant, ils veulent donner un sens à leur vie professionnelle, quitte à moins gagner. Ça, c'est sûr, on entend des choses comme ça maintenant. On entend des choses comme ça, mais à la fin de l'histoire, on aime bien gagner quand même. mais tu as raison, on l'entend souvent. Et puis, j'espère que l'enquête sur les salaires permettra au marché public de se rendre compte que, je ne sais pas comment ça marche exactement, je ne sais pas ce qui ferait qu'ils pourraient payer plus, mais ça mettra en valeur le fait qu'ils sont quand même, ça va être difficile, c'est difficile pour le public de trouver parce que les salaires sont tellement différents, il y a tellement de différences. Ouais. Alors, à moins qu'ils changent ça, et je ne sais pas si c'est possible, voilà, parce qu'on sait que le pays est en dette, donc ce n'est pas le moment, mais voilà, ça crée un vrai problème. Ouais, je crois. Enfin, au-delà du salaire, la difficulté, souvent dans l'univers public, c'est aussi le regard qu'on porte sur le métier achat, en vérité, ou l'impact, y compris dans des dans des univers publics où les achats sont une importance capitale. Je pense au monde de la santé, à ce qui se passe dans un hôpital. Ça reste un positionnement qui est compliqué, même s'il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années. On part d'un peu loin, hein, quand même sur l'impact du rôle de l'acheteur dans l'univers public, même si encore on a plein de bons exemples et que c'est en train de bouger, mais ça bouge doucement. Donc ça va rester compliqué. Je regarde un petit peu dans les questions. Alors il y avait une question, je la pose, je sais pas ce que vous allez en faire, mais du coup c'est pas un piège. La question de faire appel à un consultant comme alternative au recrutement est-elle judicieuse? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est au cas par cas, ça. Ça Ouais, dépend quel est le poste, Ça dépend des cas, ouais. ouais. Et surtout Nous, on une va pas vous dire que dimension, c'est bien. voilà. Ouais. Ça amène un peu d'agilité, quoi. C'est sûr que Oui, ça amène une expertise un peu ponctuelle, de l'agilité, ou même parfois un regard un peu externe par rapport à un projet donné. Ouais. Mais bon, pour ça, il faut être sûr aussi de bien cadrer la mission et prévoir après la continuité, quoi. Exactement. Allez, on va terminer avec la dimension de la formation. Il y a eu quelques questions. Voilà, y a-t-il une école des achats qui se distingue des autres aux yeux des recruteurs? Est-ce que du coup vous êtes plus attentif ou vous avez eu des expériences plutôt bonnes avec certaines écoles, en sachant que on est dans un pays où il y a beaucoup, et je crois en nombre et en qualité d'écoles, hein, je crois. Enfin, moi j'ai toujours entendu dire depuis que je suis tout petit que c'est sûrement en France qu'il y a le plus d'écoles et de masters en achat. Hein. Je crois qu'il n'y a rien en Belgique, il n'y a pas grand-chose en Suisse. Donc du coup, Ouais. voilà. En Même tous aux les cas, États-Unis. il me Même aux semble qu'il y a États-Unis. une offre.
il y a une offre très, très large sur le métier pour se former aux achats. Après, ça dépend un petit peu peut-être du projet, mais est-ce que vous avez là-dessus, vous, un regard par rapport aux écoles, aux masters, aux formations peut-être un peu plus courtes? Comment vous regardez ça? Est-ce que vous savez Bah, tirer peut-être des celle tendances ou qu'on des voit éléments? sur les postes, celle qu'on voit souvent citée, c'est le MAI et le DESMA. Ouais. Ouais. Mm. Nous, chez Procuralis, avec le groupe BME, on a réalisé une étude justement sur les masters achats en zone francophone. Donc, on est allé regarder ce qui se passe en Europe. Tu l'as dit tout à l'heure, Fabrice, la Suisse, la Belgique, la Suisse romande en tout cas, la Belgique, le Luxembourg, il n'y a rien. Le Canada, on est allé aussi regarder ce qui se passe en Afrique. Il y a des formations au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais effectivement, le plus gros des formations se trouve en France, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'on doit être aux alentours de 70% des formations en achat qui se trouvent en France. Les meilleures formations se trouvent également en France. Pour les pays où il n'y a pas de formation, généralement, ça va être des organismes ou des cabinets qui vont former. Soit les achats sont intégrés dans ce qu'on va appeler la supply chain ou alors un parcours en logistique, ce qui n'est pas nécessairement des achats. Soit c'est des formations qui sont extrêmement coûteuses pour ces personnes et donc généralement elles vont regarder ce qui se passe en France. Et donc, nous, pour aller plus loin, on a mis en place une certification justement sur les achats, une formation courte de 3 mois. Mhm. Ok, Benjamin, les formations, Bon, le c'est un MAI, hein, sujet qui reste forcément une référence pour les profils Bac+5. Ouais, ouais, Après, je crois que certains Greta, je crois, il me semble, ou universités qui doivent proposer des DU, je crois, il me semble, ouais, ouais. en version, une formation assez courte. Mais c'est vrai qu'on a une offre de formation qui est quand même assez large en France sur ces métiers-là, quoi. Mhm. Contrairement, en Et- tout cas, à d'autres pays. Ouais, et là, je vois, on parle également de l'ESAP. Là, du coup, c'est pareil, hein, on parle de formation initiale et de formation continue, hein, puisque l'ESAP, c'est plutôt de la formation continue. C'est pareil, c'est une formation historique pour le coup, hein, l'ESAP. Mais du coup, oui, c'est une formation. En fin de compte, ce qu'il faut pouvoir, toujours pareil dans ces mécanismes de recrutement, c'est à la fois arriver avec un certain nombre d'atouts dans votre jeu et la formation, c'est un atout absolument important, j'allais dire obligatoire, hein. Après, il y a tout ce qui va se passer, et vous l'avez bien dit tous les trois, autour des envies, des motivations, des capacités de conviction, etc. Mais la formation sur ce métier, c'est un must. Vous pouvez pas je veux dire, en faire l'économie. Et si vous n'avez pas été formé initialement, là aussi, regardez, il y a beaucoup de formations continues avec des cycles plus ou moins denses. Voilà, il y a aussi des formations plus courtes que moi je considère plutôt comme des formations un peu d'appoint. Tiens, j'ai besoin d'aller compléter un savoir-faire sur tel et tel sujet. Mais je crois que si vraiment vous voulez rentrer dans ce métier d'achat, vous ferez pas l'économie du temps et un peu d'argent pour venir acquérir un certain nombre de compétences. Et voilà, ça va pas se faire en 2 fois 3 jours, quoi. Ça marche pas, hein. C'est peut-être un petit fantasme. Ben oui, il faut passer un petit peu de temps, il faut se former, et puis il faut que ça nous coûte. Voilà, pour que ça soit bon, il faut qu'on ait un peu mal. Sinon, Oui, mais si on le fait sinon, en alternance, ça coûte rien. C'est un prix oui, coupé. oui, oui, l'alternance. Mm. Mais là, je pense plus à des gens. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, ben voilà, j'ai 35 ans, je veux faire des achats, mais du coup, mais quand même, je suis assez à l'aise avec la manière de négocier. Du coup, est-ce que vous pensez que je peux trouver un job? Je dis, ben non, parce que les entreprises, elles recrutent des gens qui ont souvent une formation. Et en plus, si vous êtes à l'aise, si vous êtes curieux, si vous avez plein d'arguments à faire valoir, ça sera plus simple. Mais ces arguments, ils Mm. suffiront pas à être recrutés. Dans tous les cas, ça dépend dans les entreprises dans lesquelles vous allez aller. Donc, il faut se former. Il faut prendre l'habitude de se former. Et en France, je trouve que c'est dur parce que, comme en effet, ça coûte rien, et tu l'as dit, tu vois, et les gens n'ont pas l'habitude de payer pour se former, Ouais. pour
entretenir cette fameuse employabilité dont vous parlez souvent. Et du coup, moi je le vois qui proposent des formations à des acheteurs, bah, du coup ils ont du mal à dire c'est à l'entreprise de payer pour moi, mais là du coup c'est ton patrimoine quoi en fin de compte, tu vois, de te développer, d'apprendre des choses et toute ta vie. C'est pas une histoire que jusqu'à 35 ans quoi, ça va durer toute la vie. Ouais. Il est midi moins 5. Bah, du coup, on a fait un vrai match retour avec quasiment la même durée que le match aller. Donc, bravo à vous. Là, on a vraiment coché toutes les cases. La dernière, c'est vos coordonnées LinkedIn, mais je les remettrai en bas de ce post qu'on publiera sur les réseaux. Et puis, du coup, vous en avez fait la preuve. Ils vous ont tous contacté. Donc, que ce soit Muriel, Aria et Benjamin, vous saurez les retrouver sur les réseaux. Moi, il me reste à vous remercier. Un petit mot de conclusion à tous les trois avant qu'on termine l'enregistrement de cette deuxième partie. On va commencer peut-être avec Muriel. Je vois qu'Aria a coupé la caméra, mais du coup, Muriel, allez, Je suis quelques mots toujours là. pour la conclusion. Mais tu es toujours là. Moi, j'ai envie de dire avoir un objectif, ça c'est la base, qu'on soit un recruteur ou candidat. Avoir une vision de ce qu'on veut devenir et donner envie aux gens. C'est très important. Qu'on soit d'un côté de la barrière ou de l'autre, il faut donner envie. Il faut être attractif, il faut se rendre attractif. Super. Top, Muriel. Benjamin? Moi, je vais donner une conclusion en fait sur deux axes, puisque je crois qu'on avait aussi abordé aussi ce webinaire sur le prisme du candidat et du recruteur. Sur la partie candidat, évidemment, Muriel a très bien résumé, hein, donc encore une fois, travailler son pitch, ça c'est vraiment ce qui est le plus important pour être. On dit souvent qu'on n'a pas de chance de faire une première bonne impression, donc il faut montrer sa motivation, être convaincant, capitaliser sur ses compétences clés pour faire la différence. Donc ça, c'est le premier point. Et côté recruteur, donc des process qui doivent être rapides, ne pas se focaliser uniquement que sur les hard skills, mais vraiment aller sur le terrain des soft skills. Donc voilà. Et puis ne pas prendre le risque de passer à côté d'une pépite simplement pour vouloir benchmarker absolument à tout prix tout le marché, quoi. Donc voilà ma Ok, conclusion. c'est bien, candidat et recruteur. Allez, Aria, le mot de la fin pour toi. Merci. Alors, le premier mot que je voudrais apporter, en fait, ça serait plus au profil junior, les stagiaires, alternants en recherche ou les juniors. Ça serait, pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, d'aller vraiment rechercher les informations sur les entreprises. Je pense qu'en Benjamin, Muriel en ont longuement parlé. Juste très rapidement, moi, ce que j'avais tendance à faire, j'allais sur Wikipédia, je cherchais 2, 3 infos générales. J'allais sur YouTube, je cherchais un métier ou une activité spécifique liée à l'entreprise. Et ensuite, j'allais sur le site de l'entreprise. Avec ces trois canaux, déjà, vous avez assez pour avoir des billes en entretien. Et ensuite, la deuxième des choses, c'est écrivez à votre réseau et déplacez-vous à des événements. Écrivez comme si vous étiez un commercial sur LinkedIn. Allez, voilà, vous faire connaître en message privé. Et enfin, l'autre message, ça serait peut-être voilà, aux entreprises d'être un peu plus ouvertes aussi sur des profils atypiques. Et puis, les profils en reconversion, nous faisons une formation voilà, pour une montée en compétences sur les sujets achats. Allez, super. Écoutez, merci, un grand merci à vous trois. C'était extra.